Hotep, Shalom, Salam. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que la sagesse dans la tête de Soundiata Keita ou qu'un bandana autour du crâne de Tupac. Bienvenue dans les funérailles des tabous, votre rendez-vous hebdomadaire. Je suis accompagné, comme de coutume, de mon acolyte, mon frère d'armes, l'homme au regard perçant et aux conseils financiers qui le sont davantage, Loïc Monlouis. Bonjour. Et dois-je préciser, maintenant vous êtes habitués, mais on ne sait jamais, les nouveaux parmi vous peuvent découvrir, les funérailles des tabous, qu'est-ce que c'est ? On essaye de participer à la renaissance par l'excellence de la communauté afro, en mettant au centre de nos préoccupations la réflexion. Tant il est vrai que pour agir efficacement, il faut penser. Agir passe par la pensée. Et aujourd'hui, nous allons mettre sur la table un tabou qui a des allures de tragédie, un tabou qui est imbibé de larmes, de cris, de cicatrices. Si je vous dis Menace to Society, si je vous dis Boys in the Hood, si je vous dis plus récemment Banlieusards, vous me répondrez 3 films. Oui, sauf qu'il se trouve que ce sont des films qui sont dépassés par la réalité. La réalité, il s'agit de celle des cités. Il s'agit de la réalité de la guerre des cités. Il y a la guerre de 100 ans, la guerre des tranchées qui remplissent les livres d'histoire, on met en place des commémorations. Mais aujourd'hui, à notre époque, et ce depuis 20-30 ans, existe une guerre des cités qui fait rage et dont les premières victimes sont les jeunes eux-mêmes. C'est l'autodestruction. Mais dans cette guerre des cités, comment se fait-il que plus ou moins rien n'est fait ? Faut-il y voir un abandon parental ou une démission, voire même un sacrifice de l'État ? Dans cette guerre des cités, quel est le rôle des grands frères ? Sont-ils des pompiers qui manquent d'eau ou plutôt sont-ils des pyromanes qui aiment voir le sang couler pour tuer l'ennui ? Ces questions et tant d'autres aujourd'hui vont être traitées par nos invités et non des moindres qui s'y connaissent mieux que quiconque sur cette problématique et vous allez comprendre pourquoi. Je vais leur laisser le soin de se présenter eux-mêmes. Bonjour les frères. Bonjour, je m'appelle Loïc Abamba, donc je suis formateur. Et avant, j'étais professeur dans les lycées pendant près de 7 ans. Et donc, j'étais confronté à cette réalité. Et donc, l'idée, c'était aussi de donner à ces élèves, parce que c'est un public qui n'est pas facile, des directives, leur dire qu'il y avait possibilité de s'en sortir autrement que dans le fait de verser un peu dans la caricature. Voilà. Très bien, merci. Bonjour, moi c'est Adama Kamara, j'ai réalisé la série Rix qui parle de violence interquartier avec les conséquences dramatiques de ce qui se passe lorsque un jeune se fait tuer ou bien blessé. Donc j'ai coécrit et co-réalisé aussi le projet avec Mathieu Bidan de Street Press et c'est pour mettre en lumière tout ce qui se passe dans ce qu'on ne voit pas, les conséquences dramatiques des rixes, voir des mamans pleurer, parler du deuil aussi, et surtout des jeunes blessés. Qu'est-ce qui se passe après une rixe ? Et j'ai aussi fait un projet musical qui s'appelle Descente de mots pour réunir les jeunes autour de la musique. J'ai même écrit un livre parce que moi-même j'ai été touché par une rixe. J'ai perdu un frère et je suis passé par la case vengeance, prison. Et tout ça, je l'explique à travers un livre qui s'appelle 55 852. Voilà. Très belle présentation. Maintenant, tu as dit tellement de choses en peu de temps que je veux m'attarder quand même sur quelques points. Déjà, peux-tu nous parler de ton parcours qui est plus qu'atypique ? Mon parcours, il est simple, c'est que j'ai perdu un frère en 2011. Mon frère, il s'est fait assassiner par un ami à lui pour une bagarre futile. Comme la plupart des rixes, souvent, ça part de rien, ça part d'une bagarre. Souvent, c'est l'ego qui ramène à ces choses-là. Donc, mon frère, il s'est fait assassiner un soir. Donc, nous, à l'époque, j'avais 23 ans, on apprend la mort brutale de notre frère à cause d'un tel. Donc, on prend ce choc vraiment avec une brutalité qu'on ne peut même pas expliquer. Donc, le temps aussi de réaliser qu'on a perdu un frère. On ne le réalise même pas, même quand on va à la morgue reconnaître le corps. Ça aussi, c'est une étape qu'on doit passer malheureusement quand un jeune décède. La famille doit reconnaître aussi le corps. Et toutes ces questions qui nous viennent à l'esprit, pourquoi notre frère, pourquoi nous ? La mort, souvent, ça frappe chez les autres. Quand ça frappe chez nous, ça nous choque. Et aussi cette culpabilité, parce qu'en tant que grand frère, j'ai perdu mon petit frère. Je me dis, j'ai pas su le protéger.
Donc, pendant des années, on a cette culpabilité qui nous ronge. Et forcément, la mort, c'est un tabou. Aujourd'hui, on est bien aux funérailles des tabous. Il n'y a pas de tabou. Mais la mort, c'est un tabou. Dans notre société, on ne parle pas réellement de la mort, du deuil. Qu'est-ce qu'on fait quand on a perdu un proche? Est-ce qu'on peut aller voir un psy? Psy égale fou. On a cette connotation de psychologue égale fou, donc on ne va pas voir de psy. Et même dans nos familles, il y a une pudeur aussi de parler de la mort. Donc on se fait nos questions, nos réponses. Et malheureusement, souvent, quand on fait nos questions, nos réponses, on agit mal. Donc moi, j'étais dans une période où je me suis dit, je vais venger mon frère, je vais me sentir mieux après. Jusqu'au moment où voilà, je suis passé à l'acte. Je me suis dit, les personnes qui ont tué mon frère sont en détention. Mais et tu es issu d'une fratrie, sans vouloir te couper. Tu as d'autres frères et sœurs? On était 8 à l'époque. Donc, et tu es le seul à avoir voulu? Non, je ne suis pas le seul qui a voulu venger mon frère. On était souvent, même avec mes frères, on a beaucoup parlé de cette envie de se venger. On voulait venger la mort de notre frère. Et je n'étais pas le seul. Mais on va dire, j'ai agi le premier 3 ans après. C'est-à-dire pendant 3 ans, on se questionne. 3 ans après? 3 ans après, ça a mis du temps. Le soir même, on voulait le venger, mais quand après, on a les paroles aussi de nos parents, parce que nos parents nous dissuadent de vouloir se venger. Moi, mon père et ma mère nous disaient aussi, on a perdu un fils, on n'a pas envie de perdre d'autres enfants, de soit vous voir enfermés. Donc, abandonner la vengeance, dans tous les cas, même si vous les tuez tous, Sada, il ne reviendra pas. Sada, c'est le prénom de mon petit frère. Donc, on a ces paroles-là aussi qui essayent de freiner cette envie de se venger, mais toute la souffrance, la tristesse, la culpabilité, jusqu'à un moment donné, on étouffe à l'intérieur. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Quand je vais agir, je vais me sentir mieux, ma famille va se sentir mieux, parce que si je réussis à tuer une personne de l'autre côté, leur mère aussi va pleurer, eux aussi vont souffrir, ils auront notre douleur. Jusqu'au moment où je me suis procuré une arme, et je me suis dit, bon, les personnes, ils sont incarcérées. Si je tue leur frère, un des frères dehors, eux enfermés aussi, ils vont le sentir, la douleur. Je suis passé à l'acte, j'ai tiré sur les frères à plusieurs reprises. Et directement, je me suis fait interpeller. Je passais par la case prison aussi. Et quand je passe par la case prison, je raconte aussi dans mon livre, je raconte aussi souvent en intervention. Pardon, parce que c'est tellement poignant. Le passage à l'acte. Ouais. Donc 3 ans après. Émotionnellement, tu étais dans quel état? C'est-à-dire, est-ce que tu étais à jeun? Est-ce que tu étais... c'était un soir? Est-ce que tu étais habité? Est-ce que... Voilà. Comment... Est-ce que c'est venu d'un coup? Voilà. Comment ça s'est manifesté? Le passage à l'acte, même pour vous dire, entre-temps, moi, quand j'ai perdu mon frère en 2011, en 2012, je me suis même éloigné. J'ai rencontré une nouvelle petite amie, je me suis éloigné. J'habitais à 1 heure de chez mes parents. J'ai une fille, entre-temps, qui est née. Et je voulais construire une vie, mais c'est compliqué de construire sur des plaies, en fait. C'est très compliqué. Tous les jours, pendant ces 3 ans, tu te disais Pendant ces 3 ans, tous les soirs, je pensais à mon frère. Tous les soirs, je pleurais. Personne ne le savait. Mais c'est des choses qu'on garde en nous. Comme j'ai toujours, on a une tête, mais on a 2 visages. On a le visage qu'on montre à la famille. En gros, ça va, on se sent bien. Et le visage quand on est seul. Donc même le fait d'avoir eu ma fille, quand j'ai eu ma fille, en fait, je me suis dit, ça va me changer, ça va m'aider à guérir. Parce que j'ai des responsabilités, je suis père aujourd'hui. Je me dis, j'ai perdu un frère, mais là, avec la naissance de ma fille, je suis père, donc je vais aller de l'avant. Et tout bêtement, en fait, le déclic, je l'ai eu un soir, quand je me lève à 3 h du matin, je donne le biberon à ma fille, et à ce moment, je me pose plein de questions. Je me dis, mais comment tu peux vivre comme si de rien n'était? Parce que moi, quand j'ai été voir mon frère à la morgue, quand je suis rentré dans la chambre mortuaire, quand je l'ai vu allongé, j'ai l'impression qu'il dormait, mais il était mort. À ce moment-là, je me pose plein de questions, j'ai envie de lui parler. Et à ce moment, je me dis, bon, je vais peut-être pas lui parler dans ma tête, peut-être son esprit est présent, il va m'entendre. Et je lui fais la promesse, je lui demande pardon, parce que je t'ai pas protégé en tant que grand frère, aujourd'hui tu es mort. Et je lui ai fait la promesse de le venger. J'ai dit, tôt ou tard, je vais te venger. Et je pars avec ces paroles-là qui sont dans ma tête, mais je n'en ai pas parlé à mes frères, ni à mon père qui était présent ce jour-là. Donc... tu as eu la sensation de t'engager. Je me suis engagé ce jour-là, voilà. Et après, je me suis forcé à vivre aussi parce que je me suis dit, ma mère, elle souffre déjà assez, mon père aussi, donc j'ai pas envie de les décevoir. Et tout bêtement, un soir, quand ma fille elle avait 7-8 mois, je me réveille la nuit pour lui donner le biberon. Et là, j'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit. Et je me dis, Adama, comment tu peux vivre comme si de rien n'était? Et je me dis, tu as oublié la promesse que tu as faite à ton frère. Et je regarde ma fille et je me dis, ta fille que tu as dans les bras, elle va jamais connaître son oncle.
et ton petit frère, il va jamais connaître sa nièce. Il est venu de là, le déclic. Et à partir de ce moment-là, ben, ça a acté dans ma tête et je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Et quand je passe à l'acte, et comme je le dis toujours, hein, le matin, je porte ma fille, le soir, je portais un flingue. C'est con de dire ça, mais c'est une réalité. Et même quand je leur tire dessus, je pense même pas à ma fille. Je pense ni à mes parents, je pense qu'à ma vengeance, en fait. Ni cagoulé, ni gant. Ni cagoulé, à visage découvert. Et l'émotion Donc, qui te dominait, c'était l'énervement, la tristesse. C'était ce cocktail de énervement, tristesse, colère, rancune. Et de la frustration aussi, frustration, j'imagine. culpabilité, qui a fait un cocktail et je me suis dit, ben, je vais agir. Et même quand j'agis d'un sang-froid, même avec le recul aujourd'hui, même quand je l'écris dans mon livre, je me dis, j'avais un sang-froid, j'ai l'impression, limite, j'étais à l'armée, j'ai tiré toute ma vie. Alors que non, c'était la première fois que j'utilisais une arme. Et quand on me place en garde à vue, c'est quand on ferme ma cellule, j'ai l'impression qu'on réactive mon cerveau. Et là, je me remets à penser. Je pense à ma fille à peine qui a 8 mois. Quand on ferme la cellule, on réactive ton cerveau. On réactive mon cerveau. Et est-ce à qu'au ce moment où tu tires sur ces gars pour venger ton frère, est-ce qu'il y a un sentiment de fierté ou pas Même du tout? pas, c'est un sentiment... du devoir accompli. D'un devoir et de me dire une libération, en fait. C'est comme quelqu'un qui, pendant des années, accumule des choses et du jour au lendemain, t'entends quelqu'un crier dans la rue. Moi, j'ai pas crié, j'ai tiré sur des personnes, on a entendu des coups de feu. Pour moi, à travers ces coups de feu, c'est comme si c'était pas une libération, mais un cri de j'étouffe, en fait, j'en ai marre. Parce que je suis vraiment la personne qu'on s'y attendait pas dans ma famille. J'ai d'autres frères qui voilà, ont déjà été incarcérés ou autres. Et moi, on s'y attendait pas parce que j'ai commencé à construire une vie de famille. Et on s'est dit, bah, Adama, c'est impossible. Moi, ça a été un choc. Et bah, quand, voilà, à un moment donné, j'ai commis quelque chose de grave, je pars en détention. Et même quand j'arrive en détention, quand je parle de l'univers carcéral, souvent aux jeunes, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Parce que sur les réseaux aujourd'hui, on voit des personnes faire à manger. Ouais, le Club Med. Voilà, le Club Med. Et quand tu arrives en détention, déjà, tu passes à la fouille à poil. Après, tu prends ton pactage. Avant de prendre ton pactage, c'est les numéros d'écrou, c'est les empreintes, les photos. Et après, tu traverses un couloir, on te ramène dans la cellule arrivant. Quelle prison? À la maison d'arrêt du Val d'Oise, à Oni. Le premier choc, c'est quand on ouvre la cellule, il y a un mec qui est à l'intérieur, tu rentres, on t'enferme, tu ne sais pas avec qui t'es. Ça, c'est un choc aussi, qu'il faut le dire aussi. C'est « Salut, ça va? Tu vas bien? T'es un mec d'où ?» Le mec, c'est un mec de Créteil, moi, je suis un mec de Garges. Après, je m'assois, je réfléchis pendant 5 minutes et je me dis « Mais en fait, là, je vais vivre avec un mec que je connais même pas. » Ça veut dire, là, si je suis pas bien, il va le voir. Moi aussi, s'il est pas bien, je vais le voir. Là, si j'ai envie de faire la grosse commission, le numéro 2, tu vois, il va le sentir. Et moi aussi, je vais le sentir. Tu vois, la réalité, ça, c'est une réalité brutale. Ça veut dire, même dans la nuit, quand tu t'endors, la première nuit, dès que tu entends un bruit, tu ouvres les yeux. Tu te dis, oh, je sais pas, je suis avec qui, je sais pas, il est là pourquoi. Souvent, les gens vont dire, ouais, je suis là pour stup, mais c'est pas stup. Et la réaction de ta famille après ton passage à l'acte? Très choqué, très surpris. Et je vais pas dire qu'ils m'en ont voulu parce que ils sentaient qu'on souffrait. Chacun souffre à sa manière. Et c'est vrai que c'est un tabou de parler de mort, même au sein de la famille. On n'arrivait pas à échanger. On parlait jamais d'un décès. Même souvent avec les parents, on n'en parle pas parce qu'on a peur de leur faire du mal et qu'ils pleurent encore. Donc c'est un sujet très tabou. Et ta petite amie de l'époque, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Ma petite amie de l'époque était très choquée, elle s'en est voulu parce qu'elle m'a dit je dormais avec toi tous les soirs, mais j'ai même pas vu que tu n'étais pas bien. Je lui dis c'est pas de ta faute en fait. Moi, je le cache. Tu vois, je le cachais en moi. C'est comme si j'avais un blouson. On ne sait pas quel t-shirt j'ai. J'ai tous les jours le blouson jusqu'au cou. Donc, on ne sait pas quelle souffrance j'endurais. Donc, ce n'était pas de sa faute. Elle s'en est voulu. Elle m'a demandé plusieurs fois pardon, même au parloir. Je lui ai dit non, mais au contraire, c'est à moi de m'excuser. Parce que là, le fait de passer de l'autre côté, c'est comme si je vous ai aussi un peu abandonné. J'ai agi égoïstement. En fait, j'ai commencé une nouvelle vie sans clôturer une ancienne, en fait. C'est ça qui est compliqué. Et en tant que professeur qui a été au contact de cette jeunesse et des quartiers, est-ce que tu percevais, tu as été professeur de nombreuses années, est-ce que tu perçois ces signes avant-coureurs d'une forme de suicide annoncé? Bon, en fait, ça a beaucoup. Le souci, c'est que certains sont vraiment introvertis, ils sont dans la retenue, tu as ceux qui se mentent beaucoup. Et c'est pas évident parce qu'il faut le déceler. Et puis, on a un groupe entre 20, parfois 40 élèves, et on n'a pas vraiment de temps pour pouvoir voir certaines choses.
Et après, il y a les on-dit, il y a ce qui se dit, il y a les bruits de couloir, où tu apprends qu'un tel est le dealer de sa cité, et parfois, c'est le meilleur élève. Parfois, c'est l'élève le plus agréable, le plus poli. Est-ce que tu as vu des élèves, est-ce que tu as été témoin de la disparition d'élèves? Soit oui. ils ont quitté l'école, soit ils se sont retrouvés au cimetière. J'ai pas eu à vivre ça, fort heureusement. Mais là, oui, j'ai des collègues qui ont eu à vivre des décès, pas forcément d'élèves qu'ils ont eus, mais d'élèves qui étaient dans l'établissement, qu'ils ont connus, par exemple, quand ils étaient au collège, et puis on apprend qu'il est mort, qu'il s'est fait assassiner, ou qu'ils sont incarcérés. Parce que parfois, il y a aussi ça. On se dit qu'ils sont absents parce qu'ils sont malades, et en fait, non, ils étaient juste en garde à vue. Et ce climat de violence permanent, tu le ressentais même au cœur de tes cours? Parfois, ils sont un peu agressifs ou sur la défensive. Et comme moi, j'aime bien faire un peu d'humour et que j'ai un humour noir, ils ne le percevaient pas toujours. Parce que je suis quelqu'un d'assez ironique, j'aime bien faire un peu de sarcasme. Mais c'est plus un moyen de se protéger, je dirais. Quand ils apprennent à te connaître, après, ils sont vraiment soit ils t'apprécient, soit ils t'aiment pas. Il n'y a pas de juste milieu. C'est instinctif. Oui, voilà. Puis après, nous, on oublie quand on est enseignant, on a aussi une figure paternelle. Et si, par exemple, parmi eux, tu en as qui n'ont pas le père à côté d'eux, ou qui, par exemple, ont un père qui est là sans être là, un père responsable, toi, tu arrives et d'emblée, ils ont souci avec toi parce que tu représentes cette figure paternelle absente. Donc, c'est pas toujours évident, mais en revanche, ça peut être aussi positif parce que tu représentes justement cette figure paternelle absente. Je compte pas le nombre de fois on m'a appelé papa, hein, des élèves de l'âge de 18 ans, des BTS. C'est assez impressionnant. Tu constates qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'enfants ou de jeunes personnes qui manquent d'un accompagnement ou d'une présence paternelle plus que maternelle ou parentale? Malheureusement, c'est souvent paternel. Et quand j'ai commencé à enseigner, j'ai vu en 5 ans le nombre de foyers éclatés, d'enfants de familles divorcées. Et forcément, ça a une influence sur le comportement en classe, sur leur joie de vivre, on le voit, malheureusement. Et parfois, on se sent démuni. On peut donner des conseils et autres, mais vous ne remplacerez jamais un père à la maison. Et le rapport à la violence, est-ce que vous le rattachez à l'absence de tendresse? On a effectué une émission à ce sujet, même si c'était dans un cadre plutôt de couple, mais cette fois-ci plus largement dans le cadre familial. L'absence de démonstration d'amour, l'absence de tendresse qui génère une forme de carence affective. Et si on ajoute à ça une forme de brutalisme qui parfois se déverse dans nos familles, au nom de l'autorité, au nom de « il faut marcher droit », est-ce que vous voyez un lien justement entre la brutalité qu'on peut subir à la maison et qui est héritée, comme on le sait, la colonisation, le brutalisme, c'est une thèse qui a été déjà bien implantée, et le fait que dans la rue, finalement, on reproduise à notre échelle ce rapport-là à l'autre fondé essentiellement sur le rapport de force et sur la brutalité? Pour moi, il y a tous les facteurs qui entrent en jeu. On ne peut pas généraliser ou dire que c'est à cause d'un facteur ou l'autre. Moi, j'en ai un exemple tout simple. Moi, quand j'étais plus jeune, mon école maternelle est dans mon quartier, école primaire est dans mon quartier, centre social dans mon quartier, service jeunesse dans mon quartier, boulangerie dans mon quartier, intermarché dans mon quartier. Je ne quitte pas mon quartier. Moi, la première fois, en tant que gargeois, je vois d'autres mecs de Garges, c'est quand j'arrive au collège. Donc, quand j'arrive au collège, je découvre qu'il y a d'autres personnes qui habitent à Garges. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, moi, j'ai grandi de mes 3 à mes presque 10 ans que dans mon secteur, dans mon quartier. Forcément, quand j'arrive au collège, je vois d'autres jeunes, d'autres quartiers, et automatiquement, on a cette appartenance dans notre quartier. On se dit, moi, je viens de la Martine, j'en ai un exemple de mon quartier, je représente la Martine, même si je ne le veux pas. C'est comme aujourd'hui, quand je dis, malheureusement, quand un mec de cité, un mec de quartier passe à la télé, il ne représente pas que lui, il représente tous les quartiers de France. Parce que s'il fait n'importe quoi, on va généraliser. Donc, quand on arrive à ce moment-là au collège, il y a cette première problématique. Et malheureusement, il y a des familles, il y a beaucoup de choses qui se passent mal à la maison. Et on retrouve du réconfort dans le quartier. Ça veut dire quand on est dehors, on a la famille de dehors. C'est pour ça que je dis toujours, on a 2 familles. La famille à la maison et la famille à l'extérieur.
Et même souvent, on en parle avec des personnes et on se dit, même si à la maison, t'es personne, souvent, tu essaies d'être quelqu'un dehors. Et déjà, ces deux facteurs, ça crée un cocktail déjà énergétique et explosif. Et sans compter aussi la misère, hein, concrètement parlant, la misère sociale aussi, tu rentres dedans, le manque d'occupation aussi, et qui fait qu'à un moment donné, on arrive dans des climats où c'est très compliqué. Et quand on arrive sur le sujet des RICS, quand les jeunes ils se mettent à se battre aujourd'hui, c'est une occupation. On tue l'ennui, c'est une occupation. Moi-même, plus jeune, je me battais. Hein. Et parce qu'on n'avait rien, en fait. On galérait. Donc, pour tuer l'ennui, on allait se battre. Et limite, quand souvent j'en parle, je dis, mais même, je créais des schémas. Limite, j'étais un chef de guerre, on créait des schémas, comment descendre là-bas. C'est-à-dire, notre énergie, on la met dans quelque chose de négatif, mais on ne pense pas à tuer. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles générations, c'est que nous, avant, on se battait avec les poings. On est une gazeuse, grand max, un mec qui était chaud, il avait un gomme-cogne. Aujourd'hui, ils ont tous des couteaux. Aujourd'hui, ils piquent. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de jeunes. Voilà, les armes à feu. Et on voit de plus en plus de jeunes décédés tôt. Aujourd'hui, c'est malheureux de dire ça, mais quand je vois des jeunes, ils décèdent à 17, 18 ans, je dis, ils sont vieux. C'est cruel et triste de dire ça. L'américanisation de la France. Parce qu'aujourd'hui, la plupart, c'est 13 ans. Après, il y a aussi autre chose que je voulais rajouter. Les parents aussi. C'est là que je voulais en venir. Les parents passent peu de temps avec leurs enfants. Et puis, n'ayant pas peur des mots, la culture africaine, ça tend à changer avec la nouvelle génération, mais il y a très peu de dialogue. Est-ce qu'on peut parler de négligence aussi? Je vous donne un exemple simple. Moi, par exemple, qui ai aussi grandi dans les quartiers, oui. À 20h, jusqu'à mes 15 ans, à 20h, j'avais plus le droit d'être dehors. C'est vrai. Alors que tous mes amis, tous mes autres amis, eux, à partir du moment où ils pouvaient marcher, ils restaient dehors jusqu'à pas d'heure. Pas de couvre-feu. Je peux pas vous mentir, quand j'étais petit, je voyais mes potes dehors jouer par la fenêtre. T'as le seum. Vous n'avez pas idée. Moi, aujourd'hui, je remercie mes parents. Ils ont été là quand même pour moi, pour me serrer. Ils m'ont toujours accompagné au sport. Enfin, la négligence des parents, quelque part, c'est pour ça que je répète souvent que être parent, c'est le métier d'une vie. Et peut-être que dans notre culture, globalement, parce que je ne fais pas d'une généralité ce que j'ai vécu moi, mais il y a une négligence à ce niveau-là, peut-être. Mais disons que moi, je partage ton point de vue, à ceci près que le mot négligence peut interpeller dans la mesure où, par exemple, au Cameroun, tu peux voir des enfants jeunes, parfois tard le soir, sans la présence des parents, étant donné que l'enfant appartient à toute la collectivité. Et pour autant, ils ne vont pas se battre, ils ne vont pas aller braquer. Donc, c'est peut-être pas une question de négligence, mais plutôt un rapport différent à Paris, à l'éducation. C'est-à-dire que les parents, je ne pense pas que les parents, quand ils sont à la maison, ils rêvent que leurs enfants aillent se battre, s'entretuer. Puis des fois, il y a la charge de travail aussi. Des fois, les petits parents qui travaillent, les deux travaillent, ils ont des horaires pas possibles, ils se passent peu de temps à la maison, et donc il y a beaucoup de jeunes qui en profitent. Moi, j'avais des amis, leur mère était tout le temps à la maison. Et je peux t'assurer qu'il n'y avait pas de couvre-feu quand même. Honnêtement, souvent, les parents, ils voient l'extérieur comme un grand terrain de foot pour les enfants, comme un grand terrain de basket. Il est dehors, il est avec ses amis, il va s'amuser. D'autant plus que, on le sait, on l'a vécu, on a plus ou moins été à différents degrés. La Kaira que l'on est dehors, ce costume, on l'endosse à la porte de chez nous, mais pas à la maison. À la maison, on est le petit-fils gentil. C'est dès qu'on sort, tête de visage. Voilà, dès qu'on sort, casquette, on fronce les sourcils, on casse la démarche. Donc, ce qui veut dire que le spartiate ou le pitbull sur pattes que l'on a à l'extérieur, les parents n'ont pas toujours cette image-là. Je suis d'accord, mais il y a un terme quand même qu'il a dit, c'est qu'on tue l'ennui. Et quelque part, quand je dis qu'être parent, c'est un métier avant tout, c'est qu'il est important de réaliser lorsqu'on est parent que l'on doit aussi occuper nos enfants. Leur proposer des activités. Oui. Par exemple, c'est malheureux, hein, mais j'avais des élèves qui faisaient rien avec leur père, qui étaient là soit pour les corriger, soit pour leur donner de l'argent de poche. Donc après, il y a forcément une nécessité émotionnelle. Il y a des écoles de mathématiques, les écoles de philosophie, les écoles d'économie, mais où est l'école pour apprendre à être parent? Il n'y a pas d'école, pour moi, apprendre à être parent. Et c'est pas que les parents qui font l'éducation. C'est vrai. Les parents, ils font leur éducation, mais on passe plus de temps à l'école, dehors, que chez nos parents. Souvent, limite, il y a, pour certains jeunes, même quand tu rentres à 20h, jusqu'à le lendemain, c'est comme si tu es en couvre-feu. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, de 20h jusqu'à le lendemain, tu passes combien de temps avec tes parents? Tu comptes, après, il faut aller dormir, le lendemain, il faut se réveiller pour aller à l'école.
Après, il y a comment ça s'appelle, il y a les week-ends, etc. Tu peux profiter. Il y a faire les devoirs. Moi, mes parents faisaient mes devoirs, le repas du soir. Ouais. C'est un moment où il faut rentrer la famille. Convivial, et c'est des moments que mes amis n'avaient pas tous les jours. Moi, je l'avais tous les jours. Mais c'est comme la vie de couple, tu me diras. Ouais. Comme la vie de couple. On passe plus de temps au travail qu'avec sa promise. Mais maintenant, c'est rentabiliser les moments où... Après, en parlant d'activité, moi, on peut faire un constat qui est très amer et très dur. Aujourd'hui, combien coûte une licence de foot? C'est très compliqué. Donc, moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, j'avais pas les moyens de me payer ma licence de foot. Comment j'ai payé parce que je faisais que les détections. Et à chaque fois, on me prenait, j'allais pas. Donc, un jour, il y a un ancien, paix à son âme, qui était de Garges, qui était paix à son âme parce qu'il est décédé. Il était un peu âgé. Okay. Donc, c'était un daron même, on peut dire. Momo, il est venu me voir en bas de chez moi. Il me dit, je comprends pas. L'année dernière, tu viens, tu fais les détections, tu disparais. Cette année, tu reviens, tu fais les détections, tu disparais. Je lui dis, tu vois, nous, on est beaucoup et je peux pas demander à mon père de me payer une licence, ça coûte cher. Lui, il a trouvé une alternative. Il m'a dit, bon, tu sais quoi, tous les mercredis après-midi, quand tu quittes le collège, j'étais en 4e, je passe en 3e, il m'a dit, quand tu quittes le collège, tu viens m'aider à entraîner les poussins, tu as vu, l'après-midi, et comme ça te payera ta licence. Moi, je te paye ta licence. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça a permis que pendant un moment, j'étais au foot, j'avais pas le temps d'aller m'embrouiller. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, une licence de foot, ça coûte combien? Ça coûte très cher. C'est-à-dire même des parents qui travaillent déjà, qui payent déjà à manger, le loyer et tout ce qui va avec, ils veulent aussi payer, admettons, une licence de foot à leur gamin, ça coûte un bras. Moi, justement, déjà merci pour ce témoignage très éloquent. Et j'aimerais prolonger cette réflexion sur le rôle parental, mais plus largement sur le rôle familial, parce qu'on a parlé des parents, père, mère, sans père, sans repère. Maintenant, il est temps quand même qu'on mette au centre de notre réflexion, me semble-t-il, la question du grand frère. On vit dans une société qui est traversée par une crise de l'autorité. La parole du parent face à un adolescent en prise à une crise d'adolescence, elle est bannie, elle ne vaut rien. Par contre, celle du grand frère, elle a encore son poids, il me semble. Hein. Et je pense qu'en plus, tu peux en témoigner. Donc, à ce niveau-là, est-ce qu'il serait peut-être pas temps de questionner le rôle des grands frères dans les cités, que nous incarnons aussi d'une certaine façon, mais plus largement le rôle des grands frères, avec parfois certains qui, pour tuer l'ennui, prennent du pop-corn et mettent de l'huile sur le feu. « Oh, lui, il a dit ça. Oh, t'as vu ce qu'il a dit ça. Oh, moi, s'il m'avait dit ça, la vie de ma mère, ce que j'aurais fait. » Et ainsi de suite. Ils engrainent. Voilà, ils ne font qu'engrainer. Et tu es très bien placé dans le sens où, et là maintenant, tu vas nous en parler un peu plus en détail, même si tu l'avais introduit là-dessus, tu as saisi, à mon sens, la clé non seulement de l'intégration, mais surtout du contrôle de soi et de la maîtrise de ses émotions, par l'écriture, par le rapport, la rencontre avec les mots, rencontre avec le langage. Avec cette fameuse phrase, c'est peut-être une des punchlines de l'année que tu nous as servi lors d'une interview, c'était « Désormais, je vide ». Je préfère vider l'encre de mon stylo qu'un chargeur. Voilà. Désormais, je préfère vider l'encre de mon stylo. Ouais. C'est beau, hein? Ça veut tout dire. Vino, là. Ça n'a l'air de rien, mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Inculquer ça aux jeunes, tu sauves, par an, il y a 40 morts, hein, suite à des rixes, tu sauves, au moins, tu peux en sauver une bonne moitié. Ouais. Donc, qu'est-ce qui, toi, fait basculer de la culture de la violence à la culture des mots? Moi, je pense qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou non, les grands, ils ont une part de responsabilité dans ce qui se passe. Que tu le veuilles ou non, parce que quand tu es petit, tu as tes parents et juste après, tu as les grands. Clairement. Donc, les grands sont un modèle, que tu le veuilles ou non. C'est le baptême. Ça, c'est comme ça, parce que quand tu es petit, tu es fasciné par les grands. Vu que souvent, comme tu dis, il y en a, ils sont en manque de père, ils cherchent un repère dehors, et leur repère, c'est les grands. Le grand, il fait de la moto. Quand je veux grandir, je fais de la moto. Le grand, il a une grosse voiture. Quand je veux grandir, je vais avoir une grosse voiture. Donc forcément, qu'ils le veuillent ou non, parce qu'il y a des grands qui sont responsables aussi, qui vont dire, ouais, on va quand même vouloir parler aux petits. Il y en a, ils vont dire, ouais, moi, je m'en fous concrètement. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça ne me regarde pas. Et moi, comment on peut dire que je bascule de cette... Et puis, il y a ceux, pardon, hein, et qui mettent de l'huile sur le feu. Nous, à notre époque, le quartier, personne ne rentrait. Et je dirais même pire, il y a ceux qui forment. Parce que moi, quand j'étais petit, mes potes dans la rue, c'était celui... Déjà, ils nous tapaient. Et quelque part, on avait une certaine fierté quand on se faisait taper. Celui qui se faisait le plus taper, on savait que c'était celui qui serait le plus couvert. Le résistant. Ouais. Donc, on est formé par les grands frères en même temps. Donc toi, quel était ton point de basculement de la culture de la violence aussi, la culture de la violence à la culture des mots? Moi, la culture de la violence, on va dire, même quand j'étais incarcéré, moi, ce qui me fait basculer, c'est ma dernière conversation que j'ai au téléphone avec mon père quand j'étais incarcéré.
parce que moi, j'ai perdu mon père, j'étais en prison. Et en fait, ces derniers mots qu'il me disait, c'est qu'en gros, je sais que tu n'es pas un mauvais fils, tu as voulu venger ton frère, je t'avais dit que ça ne servait à rien, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Donc, quand tu sors, fais les choses bien. Donc, et après cette conversation-là, 5 jours après, il décède. Et je suis La dernière incarcéré. phrase que tu as eue. C'est des phrases, voilà, c'est comme s'il me donnait ses bagages. Comme on dit toujours, une fois que le capitaine quitte le navire, il donnera à quelqu'un d'autre de gérer le navire. Donc vous en aviez conscience tous les deux que c'était... Ouais, mon père, comment il m'a parlé au téléphone ce soir-là, je savais qu'il y avait un problème. Tu vois, je sentais qu'il y avait un problème. Il ne me l'a pas dit directement qu'il était à l'hôpital. Il ne m'a pas dit, je sens que je vais partir fiston. Mais dans la manière où il m'a emmené, c'est pour me faire comprendre, je compte sur toi, ta mère, elle compte sur toi, tes frères et sœurs, ils comptent sur toi. En gros, voilà. Donc, je suis rentré en prison en étant père d'un enfant. Je suis sorti avec ma famille complète. Ça veut dire, je ne vais pas dire je vais remplacer mon père, mais je deviens un chef de famille aussi, parce que toutes les décisions, aujourd'hui, j'en fais partie. Tu es un des plus grands, du coup. J'ai un grand frère, mais aujourd'hui, je fais partie des aînés. Donc voilà. Et le goût des mots? Parce que moi, il m'avait semblé que le goût des mots, c'est au travers d'une discussion avec une maman. Une maman aussi, voilà, quand je suis sorti, j'allais en venir, t'inquiète pas. Et donc, quand je suis sorti, moi, je voulais faire ma vie tranquille, je voulais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Et je suis tombé sur une vidéo, on voit un jeune se faire lyncher par plusieurs jeunes. Et à un moment, j'ai posté un message spontané sur les réseaux sociaux, sur Facebook, j'ai expliqué aux petits. En gros, les embrouilles, ça mène à 2 choses, voire 3. Mort, prison, handicap. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, match aller, match retour, on croit qu'on est en Ligue des Champions. Mais le jour où il y a quelqu'un qui ne se relève pas, c'est toute une famille qu'on détruit. Et puis après, c'est le cycle. Et c'est le cycle, ça s'arrête. La vengeance. Voilà. Et à un moment donné, comme je l'explique aussi dans la vidéo, il y a une maman, un jour, elle m'interpelle, elle me parle. Elle me dit, t'as quel âge aujourd'hui? Je lui dis, j'ai 30 ans. Elle me dit, mais c'est vous, les grands frères. Nous, les parents, on leur parle aux petits. Mais c'est vous êtes le relais limite des parents. Donc, les petits vous écoutent. Et moi, je l'ai malheureusement vu parce que je suis tombé, parce que j'ai voulu venger mon frère. J'ai tiré sur des personnes. Pour certaines personnes, c'est quelque chose de très grave. Mais pour d'autres personnes, c'est quelque chose, waouh, c'est un bonhomme. Ah, lui, c'est un mec qui allume, il rigole pas. C'est ça la nuance, c'est ça qui est dangereux. Et quand moi, je vais parler aux jeunes, je leur propose de faire un son avec moi parce que je fais du rap. Eux, ils sont honorés, limite. Parce qu'entre eux, même, j'entendais des personnes avec moi qui me disaient, en voiture, ils disaient, ah, mais San, c'est mon surnom. Ah non, mais lui, il rigole pas, c'est un show, même pendant les embrouilles. Et là, je me suis dit, il y a un problème, il y a un danger. Ça t'a apporté une stricte crédibilité. Une stricte crédibilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'utilise ce truc-là pour leur dire, les gars, désolé du terme, mais c'est de la merde. C'est que des problèmes. Regardez, j'ai perdu mon frère. J'ai été en prison toutes ces années. J'ai pas vu ma fille grandir. J'ai pas pu enterrer mon père au Sénégal, les mecs. C'est la vraie street, ça. Ça, c'est la street. Mais vous, gâchez pas votre vie. Parce que malheureusement, on en voit des jeunes arriver en prison. Et moi, j'utilise le rap parce que moi, je suis d'une ancienne génération. Je suis en 88. J'ai grandi avec le secteur A, les textes à thème et des textes qui nous parlent. Tu vois ce que je veux dire avec le rap d'aujourd'hui. Et je me suis dit, le rapport au mot, la conquête des mots. Le mot, ouais. Les mots. Moi, j'ai des sons qui m'ont fait tenir en prison. Même quand ça parle d'ennemis, des gens qui trucs. J'ai écouté beaucoup de Kerry James, des textes lettres à mon public. Mes ennemis ignorent de quoi je suis capable, tous ces trucs-là. Je me dis, en fait, j'étais plongé dans ce truc-là quand je voulais me venger. Dans l'engrenage. Et dans l'engrenage, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu as profité, entre guillemets, du mot profiter, le temps de ton incarcération pour éventuellement te familiariser avec la lecture? Mais beaucoup, énormément. Avant d'aller en prison, je ne parlais pas comme je parle aujourd'hui. Il est vrai que même à force, en prison, on m'appelait le pasteur parce que je tenais des grands discours, je parlais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais la lecture t'a libéré? La lecture m'a libéré et beaucoup parlé de la violence aussi parce qu'en étant en détention, à force, tu parles en onomatopée et à un moment donné, je commençais à bégayer. Sérieusement, je commençais à bégayer et je me suis dit non, faut que je me sorte de tout ça. Et les mots, pour moi, le rap, c'est un outil pédagogique pour pouvoir faire parler les jeunes, qu'on le veuille ou non. Moi, la première fois, quand je fais le morceau Descente de mots, je leur laisse carte blanche. Rappez ce que vous voulez, venez comme vous êtes. Et moi, je fais le refrain. Donc, quand je fais le refrain, je dis embrouille égale, prison ou la mort. Tu vois qu'il t'aime vraiment quand le maton ferme la porte. Je défends mon pote et ça, même quand il a tort. Parce que c'est une réalité. Des fois, même nos potes, ils ont tort. Voilà, on va quand même. Le cœur a ses raisons. Voilà. Et après, je termine, je dis, on se fait la guerre. Pourtant, nos parents se connaissent. On a grandi ensemble. On s'entretue. On se trompe d'adversaire.
Parce qu'au final, je dis, on a les mêmes problématiques. On se bat contre qui? Des personnes qui nous ressemblent. On n'a rien de plus qu'eux, ils n'ont rien de plus que nous. As-tu déjà consacré un texte au grand frère Fossoyeur? Pas encore. J'ai écrit un morceau, un futur morceau là, que j'ai enregistré. Un morceau qui parle d'un jeune, malheureusement, qui se fait engrainer par l'effet de groupe, parce qu'il y a l'effet du groupe. C'est un jeune déjà de base qui n'est pas dans les embrouilles, qui se termine dans une embrouille, qui finit mal, malheureusement. Et pourquoi pas, tu me donnes un bon thème, parler des grands frères fossoyeurs. Tu sais, bien sûr. Tu sais pourquoi je te pose cette question? C'est pas totalement gratuit. C'est que en tant que rappeur, en t'écoutant, j'ai en mémoire l'interview que 50 Cent avait donnée de son passage sur le plateau de Laurent Ruquier. Avec Zemmour. Avec Zemmour. Et Zemmour, quoi qu'on dise, toutes ces extrémités, mais ce jour-là, il lui a posé la question justement de sa responsabilité, pas simplement en tant que grand frère, mais en tant que parent, concernant ses textes et concernant ce qu'il véhicule comme image. Il lui a dit, mais monsieur, votre rap, ok, moi, c'est pas ma tasse de thé, mais vous n'avez pas une responsabilité vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre communauté. Et là, 50 Cent, en businessman, il a botté en touche, il a dit, ouais, liberté d'expression, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais taisez-vous. Bref, il a fait rire, il a mis le public dans sa poche. Toujours est-il qu'il n'a pas répondu à la question. Et quand il ne répond pas à cette question, les conséquences sont dévastatrices aux yeux de ceux qui ne sont pas issus de notre communauté et qui voient que, d'accord, ok, les petits, ils ont 12, 15 ans, ils s'entretuent, ils sont jeunes, ils ne connaissent rien. Mais ceux qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, et qui entretiennent cela, finalement, Gobineau, finalement, les brocas qui disaient que les Noirs sont inférieurs de manière génétique, finalement, ils n'avaient peut-être pas totalement tort. Parce qu'on ne se voile pas la face. C'est cette musique-là qui surgit face à l'inconscience d'un aîné. Parce que cette violence gratuite, on la trouve rarement dans d'autres communautés. Dans d'autres communautés, c'est les problèmes de cartel à Sinaloa, c'est-à-dire que c'est de la drogue. La communauté maghrébine, pareil, c'est des kills, tu m'accarottes. Notre communauté, c'est regarde de travers, comment ça, je vais te démarrer. Après, c'est les conséquences aussi de l'histoire. Hein. On a quand même vécu une histoire assez violente, si on parle sans verser dans la victimisation, hein, mais si on parle de l'esclavage, de la colonisation. Et après, il y a la culture des gangs. Mais quand on parle de la culture des gangs, c'est vrai qu'on a associé aux Noirs, mais quand on regarde les premiers immigrés qui vont aux États-Unis, ce sont des Irlandais, des Anglais, même des Français. Et du coup, cette culture des gangs, elle a gagné le cœur de ces Noirs américains, qu'on appelle certes afro-américains, mais qui eux se sentent surtout américains. Et on dirait qu'on en est venu plus ou moins à se détester. C'est ça qui est curieux. On se déteste. Ce goût, c'est-à-dire cet amour de la haine. Cet amour de la haine. On déteste l'autre sans le connaître, parce que malheureusement, moi je dis toujours, les embrouilles, c'est un mauvais héritage. Donc historiquement, il y a des quartiers qui sont en embrouille depuis plus de 30, 40 ans. Donc moi, j'ai déjà parlé à des jeunes qui me disent, mais même mon père, il se battait contre ce quartier. Donc historiquement, déjà, c'est une réalité. Et on en rigole, mais c'est triste, c'est très grave. Tu t'imagines le petit, il a 13 piges, il me dit ça, il me dit, même mon père, il se battait contre eux. Et malheureusement, on se déteste, on ne sait même pas pourquoi. Aujourd'hui, on pose la question à 3/4 des petits, pourquoi vous vous embrouillez les mecs? Ils ne vont même pas savoir te répondre. C'est comme l'histoire du poisson rouge. Voilà, ils vont même pas savoir te répondre. Et c'est là aussi la problématique. Et comment on fait pour déconstruire ça? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Le rôle, sans vouloir te couper, hein, le rôle, parce qu'on dit on ne sait pas d'où ça vient, mais le rôle des leaders d'opinion de la jeunesse que sont les gangsters rappeurs, n'est-il pas aussi à questionner? Pour moi, le rap... Parce que tu as dit tout à l'heure, quand tu étais en prison, les textes de Kerry James... Il y a des textes, bien sûr. James qui disaient maintenant, si, dans cette même prison, c'était non pas les textes de Kerry James, mais les textes d'un Booba, d'un Niska... Non, mais bien sûr. Mais c'est connu, même en prison, ce qui est malheureux, ce qui est connu, c'est que quand tu sais, un détenu, il écoute... Admettons, il y a un détenu qui va t'écouter du Rof, tu sais qu'il est énervé. C'est con de dire ça. Hein. Je suis pas sûr. C'est une réalité. Ouais. T'as vu, Rof, c'est le numéro 1 au placard. Les gens, ils l'écoutent, ils sont énervés. Dès que tu sens qu'il y a une DML qui est passée, ils vont te mettre RAS, rien à signaler, tu vois, des Booba, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu sens déjà. Et la musique, quoi qu'on dise, ça influence. Rythme les humeurs. Quelqu'un qui va se faire laquer, il va t'écouter du zouk, tu vois, tu connais, il va te mettre du Dadjo à fond. Ou du hard rock. Ou du hard rock, comme tu veux. Tu vois. La musique, elle a son influence. C'est une vibration. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, on ne peut pas non plus tout mettre sur le dos des rappeurs, même si, malheureusement,
certains rappeurs, moi, malheureusement, j'ai parlé avec certains jeunes, et pour leur faire comprendre que ce que vous voyez dans les clips, les mecs, c'est pas vrai, faut te battre. Hein. Ah non, mais lui, c'est impossible. Quand le que c'est numéro pas 1 vrai. des rappeurs, face caméra, qu'on lui demande « Est-ce que vous ne regrettez pas de vous être battu dans un aéroport devant femmes, enfants, grand-mère, et devant la terre entière ?» et qui te répond « Non, je ne regrette pas, je regrette juste que finalement, je ne sois pas arrivé jusqu'au bout de ma volonté. » Comment tu veux, à partir de là, réagir Comment toi, par exemple, en tant que grand frère qui a conscience des dégâts dévastateurs de la violence, tu réagis quand tu entends, ça t'a pas échappé, j'imagine, une telle, Après, il est dans telle une déclaration. posture. Il est dans une posture aussi. Mais pourquoi les grands frères ne le condamnent pas? Ou ceux qui le condamnent, on les entend peu. C'est pas une question de condamner, pas condamner. Moi, des fois, même à un moment donné, tu sais, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que les rappeurs qu'on perd tôt sont pas encore des enfants? Parce qu'ils perdent à 17 ans, 18 ans, jusqu'à 40 ans. Syndrome de Peter Pan. Tu vois, je me dis, est-ce que vraiment ils ont eu une jeunesse? Est-ce qu'ils ont eu le temps de passer à l'âge adulte? Tu vois, c'est ça que moi, des fois, je me suis déjà posé la question parce que je voyais certaines choses de plein de rappeurs. Je me dis, mais on dirait des petits de la cité, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que je me dis, est-ce que vraiment ils ont grandi? Est-ce qu'ils sont passés de l'autre côté? Tu vois ce que je veux dire? C'est un deuxième thème hein, pour tes textes. Ouais, ça peut, on peut le prendre. Et ce qui est fou, c'est qu'on dirait en que thème, ouais. à partir du moment où ces rappeurs qui ont percé enfants deviennent adultes, ils ne fonctionnent plus. Ou du moins, on ne les met Quand ils plus gagnent en en avant. maturité. Ouais, une fois qu'ils deviennent matures, on ne les voit plus à l'écran. Comme s'ils étaient Tu as un plus ou moins exemple en tête dépassés. Tu as un Et exemple en ceux tête qui restent enfants durent. Tu as un exemple en tête? Booba. Il est dépassé. Non, mais il est resté enfant dans son Non, mais attitude. il est resté enfant. Mais Booba. l'inverse, le cas inverse, c'est-à-dire ceux qui ont pris en maturité, mais par conséquent ont disparu des radars. Bah, les anciens. Par exemple, aujourd'hui, IAM, on ne va pas les voir en concert. NTM, que de temps en temps quand ils passent, mais on ne les voit presque plus. Les mecs du secteur A, pourquoi on ne les verrait plus? Ce sont des artistes qui ont marqué toute une génération. Lino, ouais. Pourquoi ils ne fonctionnent plus? Bon, après, Lino, c'est MC Solar, un cas parmi eux. à part dans les restos du cœur. Après, faut pas oublier non plus que derrière ces petits rappeurs qui revendiquent pas mal de choses, il y a des grosses maisons de disques. Il y a donc à qui la faute, vraiment. On accuse le rappeur, mais le rappeur qui le met en avant. Il y a des grosses industries. Donc il y a quelque des chose gros... qui est instrumentalisé. c'est tout le monde qui est responsable à un moment donné. On peut prendre un rappeur qu'on voit derrière le rappeur. C'est comme on dit, on voit que la partie visible de l'iceberg. Derrière, il y a des maisons de disques, il y a des radios, il y a beaucoup de gens qui jouent aussi ces artistes-là. En fait, voilà, le rap, il a changé aujourd'hui. Parce qu'avant, ce que tu écoutes aujourd'hui, jamais tu l'auras entendu avant. Même au niveau du temps, avant, c'était limite 3 couplets, 3 refrains. Aujourd'hui, c'est Un couplet un et demi 12, et 4 refrains. un refrain et un autre 12, et ça y est, tout le monde fait la fête, il danse. Même pour faire passer un message aujourd'hui, le dress code, c'est quoi? C'est faut mettre de la musique bougeante. Ça veut dire La pour Zumba, faire quoi, la Zumba. non, pour faire passer ton message, tu es obligé de rentrer dans ces codes-là aussi. Et des paroles très violentes hein, aussi. Il danse, mais les Ouais. paroles sont violentes. parfois. Donc, à qui la faute? À qui la Pas faute? qu'aux rappeurs. Moi, Non, je évidemment. mets pas que sur les rappeurs, parce que pour moi, derrière les rappeurs, il y a toute une industrie qui valide, qui entend, qui appuie, qui valide. Donc, à qui la faute? Parce que la violence, ça fait vendre. Hein. C'est comme le sexe. Quand on regarde des films, Mais des quelque films part, qui tout cartonnent. fait vendre. J'ai l'impression que c'est ce qui est exposé qui fait vendre seulement. Donc comment on pourrait exposer autre chose? C'est à nous aussi de prendre conscience que si un jour on veut devenir puissant et qu'on doit s'organiser, on doit mettre quelque chose d'autre en avant que ce qui a été mis en avant jusqu'ici. Et ça ne viendra pas apparemment de ceux qui aujourd'hui tiennent l'industrie. Par rapport à la musique, par rapport au cinéma, par exemple même dans le cinéma aujourd'hui, quand on voit comment on est représenté, forcément ça a un impact chez les jeunes qui s'identifient à travers ce qu'ils voient et à travers les personnes qui leur ressemblent. Et manifestement, ça fait depuis longtemps qu'on est représenté de cette façon-là. Donc aujourd'hui, À qui la faute? je ne sais pas à qui la faute, mais en tout Après, cas, est-ce qu'on doit accepter tous les rôles aussi? Non, à nous, On est d'accord. à nous la faute. Mais quand je Parce que disais- les rôles, derrière les rôles, il y a des scénaristes. Ouais. Où sont nos scénaristes? Parce que c'est J'en bien- connais c'est- quelques-uns, hein, mais Voilà. il manque aussi d'argent. Bien sûr. Alors, C'est-à-dire que c'est à nous de réaliser la force du nombre. On devrait, déjà, il mérite d'être plus connu, parce qu'il y a vraiment, je vous assure, des gens super talentueux. Et c'est à nous tous, en masse, de mettre la main à la pâte vers ces personnes-là. Mais après, quand je dis que la violence fait vendre, c'est que ça fascine. Ça fascine autant que ça horripile. Quand tu regardes l'UFC, la boxe, ou quand par exemple il y a des dérapages dans les émissions, on peut revenir même, on n'en parlera pas parce qu'on nous a déjà saoulé avec cette affaire, mais la gifle de Will Smith.
qui nous fait oublier qu'il obtient quand même un Oscar. Et du coup, il y a cette fascination, ça fait vendre, c'est vendeur. Et j'ai l'impression que c'est la propagande qui fait vendre. Si on mettait autre chose en avant, ça vendrait pareil. La preuve, quand on était jeune et qu'il y avait du rap conscient, on est toujours attiré par les extrêmes. Et la violence après, fait partie d'un extrême. Le gore, c'est ce que les gens aiment. Hein. C'est comme le film surtout, et c'est là que je te tendais la perche tout à l'heure, c'est surtout ceux qui maîtrisent moins les mots, moins le langage, moins leur esprit, qui sont attirés par les activités du corps, donc que ce soit le sexe, le sport ou la violence. Maintenant, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pourriez dire comme message, adresser comme message aux jeunes, et à commencer par les jeunes afro des cités, qui seraient amenés à nous écouter? Moi, je leur conseillerais de sortir de ce rôle, d'accepter d'être une caricature en essayant de se cultiver davantage, de s'intéresser à autre chose, de sortir de l'enfermement mental. Ça peut être à travers la lecture, à travers des films qui ne sont pas forcément des films qui ressemblent à leur vie, et rencontrer des gens issus d'autres milieux, d'autres horizons, s'ouvrir en fait. Être curieux. Voilà, je dirais être curieux de tout, mais la bonne curiosité, être souple et surtout essayer de s'élever par la connaissance. Ok, merci pour ce message. Très important, et je continue ce qu'il dit. En gros, il faut quitter le quartier un peu. Il faut arrêter de... On n'est pas enfermé, on a l'impression qu'on est enfermé dehors. Et longtemps, j'ai été enfermé avant d'aller en prison. Et limite, c'est quand je suis arrivé en prison que j'étais, on va pas dire j'étais libre, mais quand je suis sorti de prison, là, j'étais vraiment sorti de la prison de ma vie dans laquelle j'ai grandi. Il faut quitter le quartier. Des fois, tu vas dire, tu vas au théâtre, va au théâtre. Pourquoi? C'est que pour les autres. Nous, on ne peut pas aller au théâtre. Même au resto, tu sais qu'il y a des jeunes, ils n'ont jamais été au resto, hormis d'aller à un grec. Ils ne savent même pas comment aller manger au resto. Donc ton message à l'adresse des jeunes? Mon message, c'est quitter le quartier, et les grands frères, les grands, même ceux qui ont réussi souvent, n'oubliez pas d'où vous venez. Ouais, allez voir les petits frères, même si tu n'es pas chef d'entreprise. Aujourd'hui, même si tu n'as qu'un petit emploi, tu as grandi dans le quartier, viens parler aux petits, parce que ta parole, elle est aussi importante. Si tu avais un mot à adresser aux jeunes, ce serait lequel? À vrai dire, ce serait surtout aux parents que j'ai un message à adresser. Mais aux jeunes ou aux grands frères, à choisir. Aux jeunes ou aux grands frères. Je rebondirai sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'est soyez curieux, rendez-vous compte que le monde est beaucoup plus grand que ce qu'il y a autour de vous. Lisez des livres. Ouais, je crois qu'on se rejoint tous. La liberté se trouve dans les livres, c'est-à-dire les livres des livres. Ça allait être bête comme ça de le dire, mais c'est un fait. Tu es passé par la case-prison, j'ai connu, pour d'autres raisons, la case-prison, j'ai découvert la liberté, la vraie, la liberté des mots, la liberté de se comporter comme il se doit, la liberté surtout d'aller à la conquête de son destin sans l'influence de la violence, par la lecture et surtout par les mots, d'où mon métier d'aujourd'hui d'écrivain et de formateur. Je suis très honoré et très satisfait, je me réjouis d'avoir pu échanger avec toi. Merci beaucoup. Je t'encourage vivement à poursuivre dans ta démarche individuelle d'écrivain, ainsi que collective à l'échelle de notre communauté. Il faut des porte-voix, il faut des textes où on met le doigt sur les tabous. Une émission comme celle-ci ne suffira pas, évidemment, il faut que chacun mette sa pierre à l'édifice. Toi, tu as une pierre non négligeable par ton vécu, ta stricte crédibilité, tout comme Loïc a une pierre non négligeable en tant que professeur, en tant qu'homme de plume, tous autant que nous sommes. Tout comme vous aussi. Merci. Alors, comme vous avez pu le constater, les funérailles des tabous ne mâchent pas ces mots. Les tabous, on les laisse de côté et on regarde en face nos responsabilités. Renaître par l'excellence, c'est notre mot d'ordre. Mais pour ça, il faut toujours garder en tête de se tenir à distance de l'individualisme, du narcissisme, et comprendre que seul, on peut aller vite, on peut sprinter, mais c'est ensemble qu'on va loin. Et mieux, c'est ensemble, autour d'une table, dans le cadre d'un débat contradictoire, où on comprend que condamner la pomme pourrie, c'est bien, mais comprendre les racines du pommier, c'est mieux. Eh bien, c'est à ce prix-là qu'on peut renaître avec hauteur et dans la durée. C'était les funérailles des tabous. On vous dit à très bientôt.